sécurité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de toutes les vagues, y compris politiques, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux patriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le bilan de la manifestation anti-MONUSCO organisée le mercredi 30 août dernier à Goma, au Nord Kivu, par la secte mystico-religieuse Wazalendo, revu à la hausse. Il passe de 43 à 51 morts. C'est le ministre de l'Intérieur et Sécurité Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui l'a annoncé le mercredi 7 septembre au cours du briefing presse animé conjointement avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, qui insiste sur les faits que le gouvernement ne peut pas dépêcher une armée pour tirer sur la population. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Aux côtés du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, qui fait les points sur des mesures prises après la répression violente de la récente manifestation anti-MONUSCO dans la ville de Goma. Conduisant cette délégation, Peter Kazadi souligne que les bilans à ces jours. On avait dénombré 51 cas de décès. Il y a également des gens qui sont hospitalisés, dont la situation peut se détériorer à tout moment. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de suivre les soins de ces personnes blessées. Par rapport à l'ordre de tirer, l'affaire est devant la justice. Les personnes qu'on a mis à la disposition de la justice, ce sont des commandants des troupes qui étaient sur place. Il appartient à la justice d'élucider, d'indiquer la responsabilité de tout un chacun. Il n'appartient pas à nous, gouvernement, de dire que c'est tel ou tel autre qui a failli. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a insisté sur le fait que le gouvernement ne peut pas dépêcher l'armée pour tirer sur sa population. Je ne pense pas qu'il y a eu l'appréciation, parce qu'il y avait une difficulté, mais sachant peut-être n'ayant pas tous les renseignements sur ce qui se cache au siège de l'Église, n'ayant peut-être pas les intentions violentes étaient connues, elles étaient préméditées, il y avait lieu d'essayer de pallier à toute cette éventualité. Je ne pense pas qu'il y avait un ordre qui serait venu de quelque part, comme j'entends le lire à gauche, à droite, qui dit il fallait
tirer sur la population. Non. Maître Peter Kazadi a dit réserver la primeur de cette mission au chef de l'État et au Premier ministre pour un exercice. Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Pour Patrick Mouyaya, le pourparlers sont en cours sur les modalités des retraits. Selon lui, il est important de proroger pour éviter que ces militaires restent en RDC sans mandat. Suivez. Il y avait hier au Kenya, ou ces 2 derniers jours au Kenya, un sommet sur le climat. C'était le premier d'ailleurs sommet consacré à la question du climat qui réunissait les chefs d'État africains et la République démocratique du Congo y a pris part notamment avec le Premier ministre Sama Lukonde. Et il y a eu, comme l'occasion faisant les larrons, il y a eu l'initiative qui a été prise, je pense, par le président burundais qui dirige la communauté de l'Afrique de l'Est pour le moment, pour qu'il y ait cette forme de discussion de haut niveau sur la situation dans l'Est de la RDC. Il y avait justement la question pendante du renouvellement du mandat qui expirait le 8. Elle est pendante parce que nous avons des discussions qui n'ont pas encore été conclues avec l'EAC, notamment sur certaines dispositions du SOFA. Il y a un article du SOFA qui ne précise pas les modalités de retrait de la force régionale, mais aussi sa durée sur laquelle le gouvernement est encore en train de travailler avec l'EAC. Donc il y a une réunion, un conseil de ministres qui était prévu pour entériner ces dispositions avant de pouvoir disposer. Mais parce que la réunion n'a pas encore eu lieu et que la réunion devrait normalement avoir lieu d'ici la fin du mois, on ne pouvait pas laisser les troupes de ces pays être en République démocratique du Congo sans mandat. Et donc il y avait un besoin de couvrir, mais je pense que les discussions qui se feront en fin de mois pourront de manière claire sur le sujet. Dans l'actualité également, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, salue les actions prises par le gouvernement congolais contre les auteurs de la répression de la manifestation du 30 août à Goma et souhaite que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice. A été faite par la porte-parole de la MONUSCO au cours de la conférence presse du mercredi 6 août 2023. La suite dans ce commentaire. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo déplore le mort enregistré lors de la manifestation du 30 août à Goma, au Nord Kivu, visant à réclamer son départ. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la MONUSCO, Nyeyeka Dilo, au cours de la conférence de presse animée mercredi 6 août. D'après elle, la MONUSCO souhaite que les auteurs du carnage répondent de leurs actes. D'après la porte-parole de la MONUSCO, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, salue les actions prises par le gouvernement congolais contre les auteurs de ce drame. Elle invite ainsi les autorités congolaises à prendre les mesures requises pour éviter qu'elles. En ce qui concerne le départ de la MONUSCO, d'après Nyeyeka Dilo, des discussions sur le processus de transition devant aboutir au retrait de la mission en République démocratique du Congo sont en cours depuis 2021. À l'en croire, les modalités de ce retrait vont être définies d'un commun accord entre le pays hôte et les conseils de sécurité des Nations Unies. Les commissions défense et sécurité du Parlement ont évalué avec une délégation de l'Union européenne sur la mission des paix et sécurité en République démocratique du Congo conclue en octobre 2022. Le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale salue cette initiative qui va dans le sens de trouver des solutions pour permettre à la RDC de construire une armée forte et sécuriser, j'allais dire, sa population. Suivez. Nous avons échangé sur un accord politique qui avait été pris. L'Union européenne, à l'unanimité, les États membres ont accepté de nous soutenir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est les débuts pratiquement de la concrétisation de cet accord sur terrain. Et nous, en tant que Commission défense et sécurité au niveau du Parlement, nous allons avoir un œil ouvert et nous rassurer que ce projet va atteindre l'objectif qui est escompté. Je crois que c'est concret. Et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ça n'a pas été que de la théorie, mais plutôt du concret. Il y a eu un accord
les États membres de l'Union européenne, à l'unanimité, ont accepté de soutenir la République démocratique du Congo. Il y a déjà un budget pour accompagner ce projet. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une équipe qui arrive nous rencontrer et commencer la concrétisation de cet accord sur le terrain. L'idée de cette mission, c'était de faire le point par rapport au suivi de cette mission d'identification dont vous vous rappelez peut-être, qui a eu lieu en octobre 2022, pour un appui à la 31e brigade de réaction rapide basée à Kindu. Et donc la mission qui est venue expliquer aux deux commissions défense et sécurité ce qui était prévu dans le cadre de cette mission de travail et de suivi, et quelles étaient les prochaines échéances, mais également quels étaient les engagements des uns et des autres par rapport à cette mission et par rapport à ce suivi. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sigle et ses partenaires en atelier pour deux solutions de cuisson propre, atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savanes financé par la Banque mondiale. Les parties prenantes ont échangé autour de plusieurs enjeux pour des solutions des cuissons propres. C'était ce mercredi à Kinshasa. Reportage. La République démocratique du Congo affiche une grande dépendance à la biomasse comme énergie de cuisson, soit 93% du bilan énergétique. Pour pallier cette situation, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a réuni plusieurs partenaires dont le ministère de l'Environnement pour tabler sur les solutions de cuisson propre. La démarche s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savanes, programme financé par la Banque mondiale qui vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer le moyen de subsistance de communautés. Le projet comporte 5 composantes, dont celle relative au développement d'une chaîne de valeur durable pour l'énergie de la cuisson propre. L'ANSER rassure de la mise en œuvre de ce programme en vue notamment de stimuler la demande de tout un chacun pour des solutions de cuisson propre. L'ANSER va assurer la mise en œuvre de la composante de ces projets dédiés aux solutions de cuisson propre en fournissant une assistance technique destinée à améliorer l'environnement des affaires ainsi que de financement basé sur la performance destiné à intensifier la commercialisation et l'adoption de solutions cuisson propre de qualité en RDC. À travers ces programmes, des subventions seront accordées à certains ménages et aux entreprises de produits qui concourent à la cuisson propre, à l'exemple des biogaz. Ces projets, financés par la Banque mondiale, vont contribuer à atteindre les ODD, donc les objectifs de développement durable, en particulier lutter contre la déforestation et à améliorer les conditions de la femme. Le programme d'investissement pour la forêt et la restauration de savanes s'émettra à l'échelle dans 7 provinces de la RDC. Parlons processus électoral dans ce journal. Le président de la commission électorale s'est entretenu des députés et sénateurs français membres de la section francophonie en ce jour en République démocratique du Congo. La délégation française a salué l'effort de la CENI dans l'organisation des élections. À l'issue des échanges, le Français, membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, accompagné du ministre des hydrocarbures Didier Boudimou, s'est dit intéressé par ce qui s'est fait en RDC en matière d'organisation des élections. Nous sommes observateurs, je vous l'ai dit, nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions, nous, et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité. Et ensuite, si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Mais nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections. L'hôte de Denis Kadima a souligné que la RDC organise simultanément 3 ou 4 scrutins couplés et est une occasion de s'en inspirer. Il a révélé que cela ne s'est jamais fait dans l'Hexagone. Son pays, la France, est bien intégré dans le système électoral. En prélude des élections de
Décembre 2023, l'Alliance de Congolais progressistes ACP soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Le parti de Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a levé cette option mercredi à son congrès extraordinaire tenu à Kinshasa, congrès qui a connu la participation de plusieurs cadres de l'Union sacrée de la nation, formation qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi, notamment l'UDPS, le parti présidentiel et l'FDCA de Bati Lukwebo. Félix Tshisekedi continue à avoir du soutien des différents partis et regroupements politiques pour les élections présidentielles de décembre prochain. Après l'UNC, l'UDPS et d'autres partis et regroupements politiques, c'est le tour du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP des Gentini Ngobila Mbaka de se ranger derrière la candidature de Félix Tshisekedi. Décision prise à l'unanimité lors de ces congrès. Exprimons notre indéfectible attachement et loyauté au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui réaffirmons notre entière confiance dans la conduite de notre grand Congo. Demandons instantanément aux jeunes et aux femmes véritables bénéficiaires des actions du chef de l'État de se mobiliser de maintenant pour donner un deuxième mandat à notre digne fils du pays. Toute la population est donc appelée à s'engager pour offrir un deuxième mandat au président de la République. Tshisekedi Tshilombo, son excellence notre président, a la confiance du peuple. Le président qui ne fait pas la ségrégation. C'est un président qui n'est pas tribaliste. Vous savez, moi je suis du sud du Bangui, de Gemena. Je vous dis, même au sud du Bangui, on commence à sentir le développement. Et avec son projet de 147 territoires. Alors, il faut lui donner encore un second mandat pour que tous les pays puissent être développés selon sa vision. Notons que ce congrès a connu la participation des chefs de notamment le président national de la FDC, Modeste Bahati Lukwebo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya. Autre chose à présent, la place Royale dans la commune de La Gombe accueille depuis le 31 août dernier la 4e édition de la foire des livres. De cette foire, de promouvoir la production locale des manuels scolaires conformément au programme. Nos reporters se sont rendus sur deux lieux. La suite en images. C'est en marge de la rentrée scolaire 2023-2024 que l'Association des éditeurs et libraires a organisé cette 4e édition de la foire du livre scolaire pour faciliter l'accès aux manuels, une manière également de promouvoir la production locale des ouvrages scolaires. À la place Royale, dans la commune de La Gombe, divers manuels y sont exposés par quelques maisons d'édition, dont Mediaspol, les éditions Loyola, le CRP et le Centre protestant d'édition et de diffusion. Nous avons une mission éducationnelle. Voilà pourquoi si nous avons choisi cette période, c'est premièrement parce que c'est une période de rentrée scolaire. Nous avons voulu, parce que si vous allez remarquer, ce sont des différentes maisons d'édition qui sont réunis à un seul endroit. Pourquoi? Pour faciliter aux parents de pouvoir se procurer des manuels scolaires. Parce que, vous savez, nous avons des différentes adresses. Chaque maison d'édition a son adresse. Au lieu que les parents puissent parcourir toute la ville en allant d'une maison à une autre, nous avons voulu pouvoir nous centrer à un seul endroit afin de faciliter les parents pour s'acquérir ou préparer les manuels scolaires pour leurs enfants. L'acquisition de ce livre revêt une importance capitale dans la formation des enfants. Pour les exposants, il s'agit d'une mission éducative de grande valeur. La foire du livre va se clôturer le samedi 9 septembre. Les exposants vont venir à grand nombre d'ouvrages.
sûr, nous allons parler sport dans ce journal. La qualification de la République démocratique du Congo à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire est quasi assurée. Avis de Erita Ilunga et Matumona Zolarum, deux anciens des Léopards. Par nos reporters, ils ont signifié que la RDC sera en mesure d'empocher une victoire face au Soudan devant son public au stade des Martyrs de Kinshasa, synonyme de la qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'analyse est très simple. Déjà bravo aux joueurs et au staff technique, parce qu'il y a quelques mois, il n'y a pas beaucoup qui auraient pu prédire qu'à la dernière journée, les Léopards seraient premiers du groupe. Alors il a fallu énormément de travail, une prise de conscience certaine. Donc les féliciter, il reste la dernière match. Si on votait, ce sera ici, on sera là. Il y a aussi ça pour les souvenirs. Et qu'il puisse décrocher ce billet pour la fête. Merci. L'Union de footballeurs du Congo a tenu mercredi à Kinshasa son assemblée générale ordinaire annuelle. C'était la deuxième depuis l'arrivée de Erita Ilunga à la tête de ce syndicat qui milite pour les droits des footballeurs. Pour cette année, l'assemblée générale de l'UFC a connu la participation du président de la FIFIPRO Division Afrique, Jérémy Njita. Dans la foulée, un rapport annuel d'activité a été présenté et adopté par l'assemblée générale. Cette rencontre était aussi une occasion de sensibiliser quelques joueurs sur leurs droits. J'ai voulu apporter mon soutien indéfectible aux footballeurs et aux footballeuses, au football. Parce que je sais que les rencontres actuellement, ce sont les problèmes que nous devons les accompagner. Parce que les footballeurs méritent mieux. On a toujours souhaité, et le football en est ainsi, que les footballeurs soient au centre des discussions. Et justement, on avait un message clair à leur faire passer aujourd'hui. Et malheureusement, malgré l'invitation qui a été envoyée à toutes les instances, on n'a pas eu le plaisir d'avoir leur présence. On a vu l'échange, le discours qu'il a effectué, qui corrobore complètement les réalités qu'il y a dans notre pays. Il a un soutien, il a cette écoute qui est quand même assez très précise. À chaque fois qu'on a pu discuter de tout ce qui se passe au Congo, il a toujours été présent, divulgué des conseils. Tous les jours, on aide des joueurs comme vous, du mieux possible. Donc on a des joueurs qui nous contactent, qui n'ont pas été payés, qui sont mis à l'écart, leur passeport a été confisqué. Et on essaie de les aider, on essaie de trouver des solutions avec eux en direct, avec les syndicats, avec l'UFC, mais pas que. C'est aussi le message que je voulais vous délivrer. Je sais que les conditions ici ne sont pas faciles pour les footballeurs, et c'est le cas dans beaucoup trop de pays. Et vous n'êtes pas seul dans cette situation. On voit la même chose en Asie, dans d'autres pays d'Afrique aussi. On voit ça aussi en Europe de l'Est, les joueurs qui sont impayés. Et en réalité, les solutions, elles ne sont pas compliquées pour faire en sorte que vos droits soient respectés. Mais pour des raisons politiques, les fédérations traînent des pieds. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la production de ce journal. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. Au revoir.